Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement aujourd'hui à un test de matériel, celui d'une imprimante photo A3+, de la marque Epson, la XP970. Et donc si vous me voyez avec mon téléphone dans la main, c'est surtout pour pouvoir avoir l'ensemble de mes notes et ne rien oublier, afin de vous donner à la fois les avantages et les inconvénients de cette nouvelle imprimante. Et donc on attaque tout ça juste après l'intro. Donc mon imprimante précédente ayant rendu l'âme et étant une multifonction dédiée photo avec des encres Claria, et comme j'aime particulièrement Epson, j'ai cherché une nouvelle imprimante Epson en remplacement. Les gammes XP étant ce qui me semblait être le plus intéressant pour moi et pour mon usage, je me suis orienté vers une imprimante A3+, histoire de pouvoir faire des tirages un peu sympas si j'avais besoin de grands formats sans dépendre de quelqu'un d'autre, et je me suis orienté vers le modèle 970, qui est le plus haut de la gamme. Eh bien, pas parce qu'il avait spécifiquement sur sa fiche technique des choses en plus, puisqu'en gros, la gamme est à peu près homogène sur le sujet, mais simplement parce qu'il y avait une promo à ce moment-là qui me permettait d'avoir la 970 au prix de l'entrée de gamme. Il faut savoir que chez Epson, vous avez souvent une gamme complète qui a sur le papier les mêmes capacités techniques, c'est-à-dire la même résolution d'impression ou de scan, la même qualité en termes d'encre et en termes donc de gamut potentiel, la même vitesse d'impression, la même connectivité, etc. Et donc ce qui va différencier les produits d'entrée de gamme des produits plus haut de gamme et donc plus chers, c'est surtout la qualité de fabrication. C'est-à-dire que sur l'entrée de gamme, par exemple, on va vous mettre une courroie un peu plus fine pour gagner quelques centimes ou quelques euros. On va vous mettre des engrenages un petit peu moins robustes ou en plastique, là où ils seront peut-être en métal ou en plastique renforcé sur le plus haut de gamme, etc. Ce qui fait que le coût de fabrication est moindre, mais la durée de vie de votre imprimante sera moindre aussi. Et à titre personnel, je ne trouve pas qu'il y ait eu de progrès vraiment faramineux au niveau de l'impression jet d'encre ces dernières années, qui nécessite forcément de changer d'imprimante comme on changerait par exemple de boîtier photo ou de smartphone. Et donc forcément, pour moi, le but c'est d'avoir de la durabilité. Et donc j'aime bien toujours essayer de taper dans le haut de gamme quand l'écart de prix n'est pas trop important. Et donc c'est pour ça que ce genre de promo peut être particulièrement intéressant. Donc maintenant, revenons-en aux détails et je vais commencer par les inconvénients de cette imprimante. Donc dans les inconvénients, c'est que le menu français semble traduit via Google Traduction. Il y a plein de menus qui sont un peu approximatifs, qui sont abrégés salement et où c'est pas toujours super facile de comprendre ce qui est écrit dedans, même si avec les mises à jour de firmware récentes, c'est un peu moins pire qu'avant. On a beaucoup de motorisation inutile, c'est-à-dire que vous avez toute une cinématique de démarrage par exemple quand vous lancez une impression, avec le tiroir qui sort, avec l'écran et le panel de contrôle qui se lève, etc. Et alors c'est très joli, hein, ça fait très imprimante récente, un peu futuriste, etc. Le problème, c'est que on peut se poser la question de comment est-ce que ça va vieillir, parce que ça veut dire que ça fait plus de moteurs, plus d'engrenages, plus de systèmes qui peuvent tomber en panne, et je peux pas m'empêcher de me dire qu'elle aura une durabilité qui sera moins intéressante et moins bonne que mon imprimante précédente qui était beaucoup plus simpliste dans le domaine. Il y a quelques bugs avec le firmware lié au clavier tactile. Si par exemple on passe en caractères spéciaux, le retour à l'alphabet est ensuite impossible. Alors heureusement ce clavier tactile on l'utilise pas ultra souvent, mais par exemple pour la première connexion au Wi-Fi pour pouvoir la mettre en réseau, ça a été une tannée puisque forcément j'ai un code Wi-Fi ultra robuste, hein. C'est pas pour rien que je vous fais des vidéos sur les technos, c'est aussi parce que j'essaye d'avoir une installation un minimum robuste, et donc j'ai des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules qui s'entremêlent. Une fois que j'étais passé sur quelque chose, je pouvais plus revenir sur les chiffres et les lettres, donc j'ai dû en fait taper toutes mes lettres dans le bon ordre, me souvenir d'où c'était, ensuite passer en chiffres et caractères spéciaux et revenir au milieu des petites étoiles et des petits points là, qui constituaient mon mot de passe pour remettre les bons caractères. Autant vous dire que je me suis planté au moins 4 ou 5 fois avant d'avoir la bonne répartition et de me mettre bien comme il fallait, puisqu'en plus vous ne voyez pas votre mot de passe, hein, vous avez des petits points ou des petites étoiles à la place, et que ça a été une galère sans nom. Mais une fois passé cette première connexion, pas de souci après, le clavier tactile, vous allez l'utiliser uniquement pour sélectionner des images ou des choses comme ça, et donc vous allez avoir beaucoup moins besoin de ce clavier numérique. Et ensuite, petite remarque aussi sur les points négatifs, parce que ça sera le dernier, c'est que l'installation des pilotes est vraiment grotesque. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'utiliser un CD
à mettre dans le lecteur pour la phase d'installation. Et ensuite, pendant la recherche de mise à jour des pilotes, on va vous demander d'extraire le CD du lecteur, sinon les pilotes ne peuvent pas aller chercher les mises à jour sur Internet. Ce qui est complètement con, hein, je vois pas en quoi laisser le CD dans le lecteur pourrait poser un problème pour aller chercher ensuite sur le web les mises à jour du firmware. Et ensuite, encore mieux, c'est que dès la première installation, il vous dit bien qu'il va aller chercher les mises à jour des firmware sur Internet. Et malgré tout, une fois que vous avez fini toute l'installation et tout le paramétrage de votre imprimante, il vous dit qu'il y a déjà des mises à jour. Donc en fait, il vient d'aller les chercher, mais il vous a pas pris les dernières versions, il vous en a pris des antérieures. Donc vous êtes obligé de repasser par la case installation pour refaire la mise à jour, ce qui vous fait perdre encore facilement 10 ou 15 bonnes minutes dans votre installation. En termes de première mise en route, c'est pas super bon, quoi. Ça aurait pu être un peu optimisé. Et enfin, vous avez quelques petites incohérences dans le pilote aussi. C'est-à-dire que le bac numéro 1, celui qui est à l'arrière de l'imprimante, peut très bien accueillir un papier A4 si vous en avez envie, même si c'est le bac numéro 2 qui est censé être le papier A4 principal. Et donc, imaginons que vous mettez du papier A4 classique pour imprimer des documents dans le bac numéro 2 et vous voulez mettre du papier photo en A4 dans le bac numéro 1 pour ne pas rouvrir le bac et le refermer, etc., puisqu'il faut l'enclencher, il est un peu chiant. Et ben, vous pouvez pas, parce que dans les pilotes, il n'est pas prévu d'avoir un format A4 avec une alimentation par le bac 2. Donc, vous êtes obligé d'avoir des papiers spéciaux en termes de format, ou alors d'indiquer un autre format, et donc après de recadrer dans votre page avec avec la visualisation avant impression pour réussir à aller caler votre image comme il faut. C'est juste imbitable, donc au final, vous mettez votre papier A4 dans le bac 2. Ça, pareil, c'est quelque chose qui, dans le firmware, mériterait d'être amélioré pour que n'importe quel bac puisse accueillir n'importe quel type de papier. Charge à vous après de sélectionner le bon bac avec le bon type de papier en fonction de ce que vous avez mis dans chaque bac. Ceci étant dit, maintenant, à part ces quelques petits défauts qui sont surtout liés à la première installation et à la première prise en main, derrière, l'imprimante fait du très bon travail et elle a d'exceptionnelles qualités en termes d'impression. Et donc, on va les détailler ensemble. Donc déjà, l'écran tactile, il est très beau. Il est bien contrasté, bien lumineux, même quand il y a du soleil dans la pièce, ça passe bien. Et surtout, il est très réactif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un goret dessus, vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort ou de rester longtemps ou de revenir 15 fois sur votre clic pour que ça valide. On n'est pas sur un écran de smartphone, mais on est quand même sur quelque chose de très bonne facture. L'imprimante reste très compacte pour une A3+, c'est-à-dire qu'elle ne prend presque pas plus de place que ma précédente imprimante qui était limitée au A4. En hauteur, elle est beaucoup moins haute, en profondeur, elle est à peine plus profonde et en largeur, à peine plus large. Mais on se rend bien compte que Epson a travaillé quand même son sujet pour être sûr d'avoir quelque chose qui reste compact, qui reste pas trop lourd non plus. Si vous avez besoin de la déplacer, elle fait quelque chose comme 4 kg, 4 kg et demi. Ça reste extrêmement raisonnable. Pour une imprimante de cette qualité qui peut prendre du papier A3+, et quand on dit le plus, en fait, c'est aussi parce qu'elle peut prendre par exemple du papier en format panoramique qui va faire donc la largeur d'un A3 et vous allez pouvoir imprimer un panoramique de 1 mètre de long si vous avez envie sans problème. C'est quand même assez sympa d'avoir une telle compacité. La qualité d'impression est vraiment topissime, c'est-à-dire que en termes de qualité de couleur, de gamut, de piqué, etc., vous pouvez vraiment avoir un tirage de qualité que je qualifierais de professionnel, même si ça veut pas dire grand-chose, mais dans le sens où vous allez avoir un respect des couleurs qui sera vraiment impeccable, avec un gamut extrêmement large, une encre qui va être positionnée de manière à ne voir aucun point d'encre, même quand vous regardez l'image de très près, etc., si bien sûr votre photo était nickel à la base, hein. Et en plus, vous allez avoir une certaine durabilité de vos photos, y compris aux UV ou à l'humidité ou des choses comme ça, parce que ces encres Epson spéciales photos sont quand même connues pour ça, pour être vraiment très résistantes. Et donc voilà, même si vous mettez ça dans un cadre et que ça prend 4 heures de soleil par jour dans la pièce par la fenêtre, clairement vous verrez que votre image ne bronchera pas même après plusieurs années. Et ça, c'est quand même très appréciable. On a une impression aussi qui est très rapide. Je vous remettrai les chiffres directement là parce que je les ai plus en tête et je les ai pas mis en note. Mais voilà, ça imprime très vite quand on veut aller sur de l'impression, on va dire, documentaire. Et même sur de l'impression photo, elle est presque 2 à 3 fois plus rapide que mon imprimante précédente. Donc sortir un A4 de qualité photo va pas vous prendre non plus 10 minutes d'impression. Et ça, c'est pareil, c'est appréciable si vous avez quelques tirages à faire à la suite, vous allez quand même avoir un gain de temps qui sera très appréciable. En termes de petites options aussi, on a beaucoup de choses qui sont gérées. Elle gère le recto verso en automatique, c'est-à-dire qu'elle est capable de vous sortir votre verso, de retourner la page elle-même pour vous ressortir le recto après et vous faire du recto verso automatiquement. Là où mon ancienne imprimante nécessitait d'imprimer tous les rectos et puis de retourner le papier à la main, de le remettre dans le bon ordre pour imprimer les versos. Une fois sur deux, vous vous écouillez, c'était pas les bons rectos, les bons versos, enfin c'était la merde. On a un petit panier pour faire des impressions de CD. Alors même si on utilise un peu moins les CD aujourd'hui, quelqu'un qui veut produire son propre DVD ou son propre Blu-ray par exemple pour une prod ou quelque chose, ou pour envoyer en maquette ou des choses comme ça peut être intéressant de pouvoir
faire directement son impression sur son CD. Vous avez bien sûr une connectivité hyper élargie avec du Wi-Fi, de l'USB, du RJ45, du lecteur de carte SD et un port USB aussi pour pouvoir connecter une clé USB. Bref, c'est assez large et à peu près n'importe quel support source pourra être utilisé puisque vous pouvez sortir votre carte mémoire de l'appareil photo, le mettre directement dans l'imprimante, sélectionner 3-4 images, bim, les imprimer. Pareil avec une clé USB. En RJ45 ou en Wi-Fi, ça vous permet de la connecter très facilement au réseau pour pouvoir l'utiliser depuis un smartphone, une tablette, n'importe quel ordinateur, etc. Bref, ça marche vraiment très bien. Ensuite, il y a des cartouches normales et des cartouches version XL pour ceux qui impriment beaucoup. Et l'avantage de ces cartouches XL, c'est aussi qu'elles ont un coût à la page qui est nettement inférieur. Donc même si vous imprimez pas des masses, c'est des encres qui ont tendance à pas trop sécher dans le temps, etc. Même si vous faites 1 ou 2 impressions par mois, ça suffit à entretenir les buses, à ce que ça ne sèche pas. Et donc vous pouvez vous orienter vers les cartouches XL pour gagner en coût d'impression. Et mine de rien, vous divisez quasiment par 2 votre coût d'impression, ce qui n'est quand même pas neutre. Donc voilà, et surtout avec une cartouche XL, vous avez quand même quelque chose comme l'équivalent de 750 pages de documents couleurs qui sont imprimables. Donc après, bien sûr, il faudra peut-être changer certaines couleurs plus que d'autres en fonction de celles qui sont dominantes dans vos impressions, mais ça permet quand même d'avoir une quantité d'impression qui est assez importante, et c'est quand même pas mal de pas changer ces cartouches pour une demi-heure à mettre à chaque fois. Et ce qui est bien aussi, donc, c'est que bien sûr que ce sont des cartouches séparées, donc vous n'allez changer que la couleur qui est arrivée à la fin, sans être obligé de changer toutes les autres couleurs si elles n'ont pas été totalement consommées, et ça c'est franchement un plus économique intéressant. Enfin, dernier avantage, c'est quand même qu'elle est hyper silencieuse. En tout cas, ramenée à l'imprimante précédente que j'avais, ma RX 585, cette XP 970 est vraiment beaucoup plus silencieuse à l'impression. Le chargement de papier est plus silencieux, l'impression en elle-même est plus silencieuse, le scan est plus silencieux aussi. Donc si vous êtes dans un environnement de travail où cette imprimante est partagée entre plusieurs personnes au sein d'une entreprise ou au sein d'une assoce ou des choses comme ça, elle va être beaucoup moins dérangeante quand elle va se mettre en route et quand il va y avoir des impressions en cours. Vous n'allez pas être obligé d'hausser le ton pour parler à la personne qui est à côté ou pour pouvoir entendre une web formation par exemple ou des choses comme ça. Enfin bref, voilà, ça sera quand même un confort au quotidien qui est appréciable et en tout cas moi j'en vois un vrai intérêt parce que la RX 585 c'était un vrai marteau piqueur ou presque quand elle imprimait, c'était vraiment ignoble. Et là, c'est vraiment extrêmement feutré et c'est très agréable à utiliser. Voilà un petit peu donc pour ce premier ressenti sur cette XP 970. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses. N'hésitez pas donc à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître la musique. C'est comme le Tipeee et le Utip, vous commencez à connaître aussi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.